qui rejoignent la rediffusion. Je suis avec Juan, Idir et Quentin en plateau. Ce sont trois freelances plus ou moins. Spoiler, vous allez découvrir la suite. Il y a du suspense aujourd'hui, il y a des retournements de situation. On va essayer aussi un nouveau format aujourd'hui qui s'appelle la pause café. Donc merci aux gens qui ont envoyé leurs témoignages et leurs questions pour les participants. N'hésitez pas sinon à poser vos questions directement dans le chat. On prendra le temps d'y répondre. Je vois que vous êtes déjà dans le chat, vous êtes déjà chaud, c'est trop bien. Pensez à indiquer dans quelle ville vous êtes pour que nos amis les commerciaux, les bizdev de chez In-Situ puissent vous contacter. Aujourd'hui, on fait un point finalement sur le parcours du freelancing, sur pourquoi devenir freelance aujourd'hui, est-ce que ça a changé par rapport à avant, etc. Et là, on va envoyer un générique dans 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc, je vois Abdirahman, Amine, Alexandra, mais elle est juste à côté. Elle est en coulisses avec Cassandra pour modérer le chat, bien sûr. Je vois Sandrine, je vois David. Merci David d'être venu. Merci Bastien. Oui, tu es le seul dans le centre de la France, Bastien, mais est-ce qu'au moins tu as des volcans à côté de toi? Nous n'avons pas de volcans, voilà, c'est ça le sujet. Alors, aujourd'hui, dans ce live In-Situ, on va se plonger dans l'univers du freelancing. J'ai l'impression qu'on pourrait faire ce sujet-là vraiment tous les ans, le freelance, se lancer en freelance chaque année. C'est vraiment un sujet différent, tellement le marché, le monde de l'informatique, les métiers de l'informatique changent. Exactement. Je sens qu'il y a... Voilà. Il dira un peu plus de recul en mode... On a déjà eu pendant le générique le temps d'échanger sur des sujets. Je leur ai lu les témoignages avant. On est très motivés. Alors, je vais vous présenter les invités aujourd'hui qui ont des parcours très différents et qui vont pouvoir vous éclairer, vous inspirer et témoigner, bien sûr. Alors, au milieu, on a Idir. Du coup, Idir, toi, tu étais en ESN pendant 20 ans. C'est ça. Et aujourd'hui, tu deviens freelance pour plus d'engagement, plus de liberté. Oui. On discutera. J'ai le mot-clé plafond vert en tête, bien sûr. J'ai discuté récemment en plus avec un ami qui est sur le même parcours. Ça fait 20 ans qu'il est indépendant et puis en fait, il ne trouve pas de poste qui lui correspond parce qu'il a vraiment un profil très particulier et il a l'impression d'être un polygone qui ne rentre pas dans les carrés, quoi. Ouais. Et il est freelance, c'est ça? Et du coup, je lui ai dit qu'il faut qu'il devienne freelance, quoi. Oui. On est d'accord. Juan. Oui. Toi, tu as alterné le freelancing et le salariat. Alors, c'est aussi parce que tu as été entrepreneur à un moment. Oui, tout à fait, ouais. Et ça t'a dégoûté du salariat à vie, quoi. Non, pas du tout, puisque je suis de nouveau salarié. Alors voilà, aujourd'hui, tu es revenu dans le monde du salariat. Tout à fait. Et à ma droite, nous avons Quentin. Donc, tu es développeur full stack. C'est ça. Tu représentes la mafia Epitech. Je représente la mafia Epitech et en freelance depuis 2019 et j'ai toujours été freelance. C'est ça, tu es le freelance né dans les personas de freelance, dans les parcours de freelance. Tu es celui qui a toujours été freelance. Exactement. Et tu avais... Alors, souvent, du coup, toi, tu as commencé le freelancing quand tu étais étudiant déjà. Voilà, j'ai commencé le freelancing quand j'étais en 3e année à Epitech. Et puis après, j'ai continué le freelancing pendant ma 4e et ma 5e année. Puis après, en sortant d'études, j'ai continué dans des petites PME. Et maintenant, je suis arrivé dans des grands groupes de la région lilloise. Alors, si jamais vous avez rencontré des ISEN qui sont entrepreneurs, souvent, c'était pour payer leur ordinateur qu'ils ont commencé à faire des sites web. Et ouais. T'as acheté du matos tout de suite avec les sous du freelancing? Directement, j'ai acheté le matériel que j'avais besoin pour pouvoir continuer le freelancing. Investir en soi-même avant d'investir autre part. L'artisan qui travaille les outils, même tu as investi dans tes outils du coup. Exactement, c'est important et c'est ce qu'il faut faire. Avant de commencer, avant de vous présenter les 4 grandes questions, je vous représente In-Situ, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la page si c'est la première fois que vous venez sur un live. In-Situ, je me suis perdu. In-Situ, c'est avant tout une plateforme qui va porter des freelances chez les clients grands comptes. Ils ont toute une gamme de services avec du portage commercial, du portage salarial et des super équipes qui sont présentes dans toutes les villes de France. Donc on va avoir Jules à Nantes, on va avoir Maximilien à Lyon. Il y a une agence qui se positionne à Bruxelles. C'est bien Bruxelles que j'avais en tête. Voilà, on a toutes les villes. Les freelances en commentaire, n'hésitez pas à nous présenter. Les freelances, les commerciaux, les bizdev en freelance, n'hésitez pas à nous rajouter des choses. Il y a Bastien qui a répondu: j'ai un volcan par la fenêtre de la cuisine, un autre volcan par la fenêtre de mon salon. C'est pas les mêmes. Voilà. Et Bastien est déjà motivé, nous raconte son parcours. Lui, il jongle entre le salarié et le freelance en fonction des opportunités. Mais je préfère être freelance, je me sens mieux dans ma tête. Voilà. Partagez vos témoignages, on les prend au fur et à mesure. On va rebondir. Les 4 grandes questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Pourquoi de plus en plus de consultants tech passent en freelance? C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, même chez In-Situ, ça s'observe bien. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas freelance hier qui le deviennent aujourd'hui. Quels sont les avantages concrets du freelancing par rapport aux salariés, aux ESN? Alors, on pourrait reposer la question tous les ans, mais tous les ans, on a des gens qui ont des intérêts différents et des arguments, des bénéfices. Ils ne recherchent pas la même chose. Là, tous les 3, on aura le temps de voir ce qui est différent. Quels sont les freins et les défis actuels pour les freelances?
Là-dessus, ça m'intéressera aussi de savoir, quand quand tu t'es lancé, Rohan, il n'y avait pas In-situ, Number et tous ces partenaires qui t'aident à t'installer. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de se lancer aujourd'hui? Et comment réussir la transition vers le freelancing et se différencier en tant qu'expert? Quentin, tu as aussi plein de conseils à nous donner sur la création de société. C'est ça. Parce Voilà. que du coup, je suis passé de la micro-entreprise à la société un peu plus grande, type EURL. Du coup, j'ai pu me former moi-même, m'auto-former sur toutes les règles de l'auto-entreprise et puis après évoluer vers une autre forme juridique. Du coup, on commence tout de suite avec le premier sujet. Posez vos questions aussi. Si, on gère aussi Bordeaux depuis Lyon, nous dit Camille. Voilà, donc j'avais dit Bordeaux au pif, mais en vrai, avec le télétravail aujourd'hui, il y a des missions partout sur WeDesk. Hein. C'est vraiment fantastique. Lille, Paris, Lyon, Grenoble, Valence, Nantes, Annecy. Annecy, c'est chouette. Hein. T'es allé à Annecy du coup, Alexandra? Elle nous le dira après. Elle va avoir le temps de retard sur le live. Il y a une latence. Les gens dans le chat, ils ont une latence. Au début, on est à 30 secondes. À la fin, ils seront à 4, 5, 6 minutes peut-être. D'accord. Ok. D'accord. Et ils n'ont pas tous la même latence. Donc, il y a des gens qui vont répondre en direct. Et il y en a d'autres qui vont nous répondre 3 minutes après. D'accord. Voilà. Ça dépend s'ils ont rafraîchi l'onglet à mi-chemin ou pas. Ok. Voilà. La première question, c'est finalement, voilà, pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent en freelance, pourquoi les consultants, en tout cas IT, ils passent en freelance. Et dire pour amorcer le sujet, toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te provoque dans ton changement finalement? Tu as fait ce parcours-là complètement, ton parcours de carrière complètement en ESN, tu maîtrises le sujet, pourquoi aujourd'hui tu décides de passer freelance? Je pense qu'il y a eu, suite au Covid, hein, il y a eu pas mal de choses qui sont concrétisées vis-à-vis du marché du freelance. Hein. Il y a pas mal de choses. Il y a tout un contexte aussi qui s'est mis en place avec des acteurs comme Number, en fait, des acteurs comme In-situ. Il y a tout un écosystème en fait, du coup, qui a déclenché la facilité pour passer en fait en freelance. Voilà. Ouais. Donc bon, ça s'est fait des années auparavant aussi, hein, mais là, on voit que ça s'accélère. Il y a aussi une envie de liberté. Ça, il faut le dire. Mhm. Donc, comme disait Quentin, être acteur de sa vie professionnelle, je pense que c'est un élément qui est central. Aujourd'hui, je décide des formations que je veux réaliser. Je décide. Je pense qu'il y a aussi des appétences vis-à-vis, parce qu'on est freelance, mais nous aussi chef d'entreprise. Donc, il y a une lecture du marché à avoir, en fait, et une adaptation avec des formations à aligner pour répondre justement à ce marché-là. On a pu constater sur d'autres webinaires qu'effectivement, depuis 2021 en particulier, hein, depuis cette époque post-Covid, les clients, ils voient les freelances différemment. Les freelances avant étaient souvent vus comme des gens qui peuvent partir du jour au lendemain de mission, qui sont un peu moins fiables, etc. Aujourd'hui, notamment aussi parce qu'il y a le portage commercial, la relation avec le freelance, elle est beaucoup plus durable et les clients ont aussi enlevé beaucoup de postes et finalement gardent des freelances avec le plus de valeur ajoutée, quoi. Est-ce que c'est une observation que vous pouvez faire? Tu penses que c'est ça qui fait qu'en 2021, on a une bascule? Il y a eu une bascule en 2021 parce que voilà, il y a eu le Covid et à un moment donné, les projets ils ont été gelés et les clients ont dû se relancer en fait vis-à-vis des projets. Donc il y a eu un appel d'air. En 2021, même le boulanger il pouvait se lancer freelance. Hein, donc voilà, j'exagère à peine. Voilà. Donc il y a eu cet appel d'air. Et effectivement, il y a un regard des clients qu'on observe. Ils font beaucoup plus confiance en fait à des freelances, surtout quand ils cumulent un certain nombre d'années en fait. Donc ils ont de l'expertise, ils ont du recul, et ça c'est des choses qu'ils recherchent. Voilà. Et Quentin, finalement, c'était quoi toi les bénéfices recherchés dans le freelancing? Au tout début, quand je me suis lancé, c'était avoir une rémunération et réussir à gagner un peu d'argent parce que j'étais étudiant. C'était un complément de revenu. Voilà, plutôt, c'était un complément de revenu. Deuxième job, quoi. Pour les études. Et du coup, je me suis lancé en freelance comme ça. Et après avoir réussi à avoir touché un peu d'argent, c'était vraiment la liberté que je suis allé chercher et me dire que je pouvais travailler sur des petites entreprises ou des plus grosses entreprises. Et au début, j'ai commencé avec une petite PME sur des petits projets. Ouais. Une petite PME, alors on a travaillé avec Quadra pendant 3-4 ans. Oui, alors et attention, il y a Quadra Informatique et il y a Quadra Diffusion. Ça peut être, Mais ils ont recruté plusieurs alternants sur We Love Dev. Franchement, c'est des clients, des petits clients qui ne sont pas très connus. Et quand ils arrivent sur We Love Dev, du coup, on les connaît, on les voit. C'est vraiment. Exactement. Tous les gens qui sont allés là-bas sont assez heureux quand même. Et ils m'ont fait confiance dès le début, quand j'étais en 3e année d'Epitech. Et grâce à eux, j'ai pu grandir. J'ai même pu travailler en freelance dans un autre pays pendant un an à Kuala Lumpur. Donc franchement, moi, c'était super épanouissant. En plus, déjà nomade digital, quoi. Et c'était un peu ça. Alors maintenant, je suis plus forcément nomade digital, comme on pourrait appeler. J'aime pas forcément ce terme, mais après, je l'accepte.
Et du coup, j'ai pu travailler à Kuala Lumpur, et pour aller chercher cette liberté et réussir à toucher un peu d'argent, j'ai travaillé pour cette entreprise en France, effectivement. Juan, il faut que tu nous racontes ton parcours, Juan. À quel moment tu te mets freelance? Quand tu t'es mis freelance, du coup, c'était quoi? Tu m'as dit que tu avais fait des entretiens pour passer en salarié quand même après avoir Oui. cessé l'activité. Oui, alors c'est un peu particulier parce que j'avais monté une boîte avec des potes en 97 et en 2000 survient la crise Du .com. Du .com, voilà. On a bout.com qui se casse la gueule. Dans la foulée, c'est l'hécatombe. Et nous, on était en recherche de financement pour pouvoir financer nos projets internes. Et à cette époque-là, du coup, toute source de financement se tarit et du coup, on a fermé la boîte. Ouais. Et, il y a beaucoup de boîtes qui ont fermé dans la crise du .com. Ouais. C'était vraiment l'hécatombe. Les vendeurs de logiciels qui vendaient des logiciels aux boîtes, ils avaient de l'attrition juste à cause de la liquidation. C'était très violent. On l'a vu encore l'an dernier. Ouais. Et donc à partir de là, il faut d'une part accepter le fait que tu as bossé pendant X temps sur un projet, que ça s'est cassé la gueule et que faut passer à autre chose. Et à partir de là, classiquement, je commence à passer des entretiens dans différentes boîtes. Et puis au bout du deuxième entretien, ça commence à me gaver, quoi. Ouais. Les questions des recruteurs, etc. Tout ça, franchement, j'étais plus du tout dans ce mood-là. Et donc, c'est à partir de là où je me suis dit, je vais peut-être zapper le salariat pour tenter une autre expérience, quoi. Quand tu fais une qualif en tant que freelance, finalement, les questions qu'on te pose dans un entretien de qualif, c'est quand même des questions qui sont similaires à celles qu'on a en entretien de recrutement. En fait, ça dépend dans quelle boîte tu postules en termes de recrutement, parce que tu as des boîtes où les process de recrutement sont très institutionnalisés, avec des spécialistes de la RH, où on te pose des questions, plus ou moins psycho, etc., quoi. Et par contre, quand tu es plutôt dans le freelancing, on va plutôt te poser des questions par rapport à tes compétences, par rapport à ce que tu peux apporter, etc. Et on est plus focal là-dessus, quoi. Sur l'expertise. Voilà. Ouais. Donc, c'est aussi cette raison-là qui m'a poussé à un moment donné à dire je mets mon CV sur un site de freelance à l'époque. Alors, à l'époque, en plus de ça, sur l'île, le freelancing, c'était pas tellement développé, parce qu'il y a une culture de freelancing qui s'est quand même construite depuis. À cette époque-là, ceux qui avaient l'habitude de travailler avec des freelances, c'était plutôt sur Paris. Donc, du coup, je suis allé bosser sur Paris pendant 3 ans. Ouais. Voilà. Et ça a été ma première expérience de freelance, quoi. Est-ce que tu faisais plus du conseil, du coup ? Alors, oui, j'étais plutôt dans le conseil. Alors, moi, j'étais dans mon domaine d'expertise, c'était l'architecture des systèmes. Donc, à cette époque-là, je travaillais comme architecte dans différents comptes sur Paris, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Quentin, Idir ? C'est pas mal comme parcours. C'est pas mal comme parcours. Alors, du coup, tu es redevenu salarié aujourd'hui. Alors, je suis de nouveau salarié. Comment on arrive à convaincre un freelance de cesser son activité, de repasser en salarié ? Disons que j'étais en mission donc chez un client pour remplacer un gars qui avait quitté la boîte. Et donc, il y avait une recherche de quelqu'un pour pouvoir remplacer cette personne qui était interne. Et donc, en attendant, on avait pris un freelance. Ouais. Donc, moi, j'intervenais là-dessus. Du management de transition, on appelle ça. Voilà. Et la mission se passant plutôt bien, j'étais dans une équipe franchement sympa. Et là, au bout d'1 an de prestation, on me propose, tiens, finalement, est-ce que ça te dirait pas de venir chez nous, quoi. Et tout ça, ça coïncide avec l'effet Covid. On reste chacun chez soi, etc. Et à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas. En plus de ça, moi, tout au long de ma carrière, j'ai toujours réagi par rapport à des projets. En fait, c'est ça qui me motive. Et chez ce client-là, il y avait un gros projet de transformation, comme on n'en voit pas souvent dans sa vie, quoi. Donc, il y avait aussi ce côté, OK, si je veux pouvoir m'impliquer dans ce projet-là et suivre ça dans la durée,
le freelancing n'est pas forcément bien adapté, quoi. Ouais. Parce qu'en général, quand on est freelance, on a une espérance de vie de l'ordre de 3 ans, quoi. Parce que sinon, à la fin, ça peut être assimilé à... Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux pouvoir t'impliquer encore plus dans le projet en question et pas passer à autre chose, le salariat, c'est encore ce qui... En plus, t'es pas mal tombé, quoi, parce que t'es pas sur une convention collective retail, t'es sur une convention collective assurance, t'as tes 4 semaines de RTT en plus, 3 semaines de formation. Alors ça, j'ai découvert après, en fait. Ouais. parce que je connais des gens qui sont passés de cette convention-là ils sont allés chez des retailers, et c'est vrai que tout de suite, ça manque les 4 semaines de congé en plus. Hein. Passer de 9 à 5, ça se sent. Les gens tout de suite ils ont l'impression, je suis plus dispo en fait. Vous avez 9 semaines de congé. Non, il y a 5 semaines plus 4 semaines de RTT. En gros, on a 45 jours si on inclut RTT plus... Ça fait partie des avantages du CDI. C'est ça. Mais cela dit... Ouais, tu vois tout le chiffre d'affaires que tu dois pas facturer. Effectivement. 45 jours à ne pas facturer, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Alors, moi, j'étais pas au courant de ça. Ouais. Et je l'ai découvert pendant mes entretiens RH. Et là, en gros, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la possibilité, à un moment donné, c'est des choses que j'ai demandé en entretien, est-ce qu'il y avait la possibilité de poser des jours de congé sans solde au besoin, parce que moi, comme je suis président d'une association qui me prend pas mal de temps, les soirs, les week-ends, des fois, c'est pas suffisant, je dois poser des congés. Et là-dessus, c'est là qu'on m'a dit 45 jours de congés par an, est-ce que c'est pas suffisant? Et là, j'ai dit il y a 45 jours. Bon, on va prendre un peu les questions, parce que dans le chat, ils sont déchaînés. Hein. Il y a bien sûr des félicitations, juste des cris d'encouragement. Hein. Il y a Quentin Freelance-Né. Waouh, il dit qu'il se lance après 20 ans dans le grand bain, incroyable. Alors, on a une question. La régie essaie de suivre les commentaires, je cite. Là, on va prendre la question de Bastien. Finalement, alors Bastien nous dit le freelancing tech sur LinkedIn, c'est quand même beaucoup du renfort d'équipe avec un recrutement proche du salariat et des fonctionnements en mission proche du salariat. Là, on a parlé un peu du coup de monter sur l'architecture et sur l'expertise ou sur du conseil. La question de Bastien, c'est comment on fait pour trouver d'autres typologies de missions? C'est quoi vos intuitions sur ce sujet-là en tant que freelance commercionné? Passer du temps sur les plateformes type Malt, Comet, Wedesk, des choses comme ça. Il a cité Wedesk en plus. Bravo, félicitations. Et LinkedIn. LinkedIn aussi, ça peut nous permettre de trouver des contrats autres que de la régie, en mode d'un petit peu salariat, où on va tous les jours, comme disait Bastien, renforcer des équipes. Ouais. Et peut-être trouver des missions un peu plus courte durée. Mais c'est vrai que, par exemple, dans la région lilloise, il y a beaucoup plus de missions longue durée que de courte durée. Après, c'est pas la même typologie de clients et naturellement, ça va se refléter aussi sur le TJM. Ça va pas forcément être les mêmes prix pour les projets ou les réalisations. Dire, toi, t'es un expert maintenant. Du coup, ta motivation à bouger, c'était aussi pour pouvoir sortir des cases qui sont les grilles ou les grilles dans lesquelles on a des gens en ESN qui sont déjà passés. Tu vois, donc, c'est exactement ça en fait. En ESN, on est sur des couleurs d'exécution qui changent très peu. Ouais. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Ce que je disais tout à l'heure en fait en introduction, c'est que quand tu es freelance, tu es avant tout chef d'entreprise. Donc tu es obligé d'avoir une lecture du marché. Et ça, en fait, pour changer de typologie de mission, en fait, cette lecture, il faut la comprendre et y associer en fait les bonnes formations adéquates pour pouvoir justement adresser ces nouveaux marchés. Là, on sent qu'il y a une vague en fait sur l'IA. Comment en fait tu prends l'IA. Donc, tu es en exécution, tu es en conseil, en fait, voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et bien évidemment, en fait, pour s'ajouter vis-à-vis du marché, faut mettre les formations adéquates. Il y a aussi des grosses vagues sur la cybersécurité. Ouais. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte du coup, pour pouvoir les adresser et éviter de rester sur le carreau. Ouais. Juan, c'est quoi ton conseil pour faire du conseil? Qu'on soit freelance ou salarié, finalement, c'est important de toujours s'informer, toujours chercher à se former, parce que, on peut avoir du bol à un moment donné et tomber sur une mission qui va faire que on va grandir, on va progresser sur tel techno, tel sujet, ce genre de choses-là, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Et si on ne veut pas à un moment donné se retrouver enfermé, il va falloir aussi, sur son temps perso aussi, s'investir pour découvrir d'autres choses, ne serait-ce que pour ensuite pouvoir faire des propositions, encore une fois, que ce soit en salariat ou que ce soit en freelance.
Donc finalement, moi j'ai tendance à dire qu'on est dans des métiers où on passe notre vie à apprendre. Alors, soit on apprend parce qu'on a du bol, on tombe sur une mission qui nous permet d'apprendre, et là on est rémunéré aussi pour apprendre, soit c'est pas forcément le cas, et puis de toute façon il va falloir qu'on s'investisse à un moment donné ou à un autre, quoi. C'est ça. Je pense aussi, parce que j'ai vu sur LinkedIn, tu prends beaucoup la parole pour déployer tes expertises. Je pense qu'il y a un changement de posture à avoir, c'est-à-dire que tu vois, quand tu vends de la compétence Java, si admettons tu es dev Java, tu vends ta compétence Java, c'est la conversation avec le client, c'est cherche un dev Java, moi je suis dev Java, mon TGM c'est ça rentre pas, c'est fin de sujet. Quand tu veux monter en gamme dans la prestation, c'est c'est quoi le sujet, quelle est la stack derrière, est-ce qu'il y a un projet de migration, pourquoi vous n'arrivez pas à le faire. Tu vois, faut poser des questions. Ouais. Oui, et puis il faut des techniques d'élicitation, parce qu'en général, c'est comme toujours, on a souvent affaire à des gens qui n'expriment pas forcément leurs besoins. Des fois, ils connaissent pas le problème aussi. Et voilà, donc exprimer son besoin, c'est compliqué. Donc souvent, en général, on exprime quelque chose que l'on souhaite sans savoir si c'est franchement adapté. Donc quand à un moment donné, on est en entretien pour une mission, il faut creuser le sujet avec la personne en face pour mieux comprendre et pour ensuite être en mesure, à un moment donné, de faire des propositions. Je me suis retrouvé souvent dans des situations où on m'embauchait pour quelque chose et au final, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et j'ai proposé d'autres choses et ça s'est très bien passé, quoi. Il faut comprendre le contexte, la tâche qui est attendue de toi, et en fait, après, c'est l'action. C'est pour ça que, moi, quand je travaille avec des collègues qui sont un peu juniors, ça les déstabilise un peu, parce que je leur dis, il y a que ça comme problème, et je leur dis pas comment faire. Et je leur dis, non, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas la bonne solution. Moi, je le ferai probablement comme ça, mais c'est peut-être pas la bonne solution, honnêtement. Et c'est un peu déstabilisant aussi de changer cette posture-là. Attends, c'est quoi le résultat attendu? Maintenant, c'est à moi de construire la solution. Il y a un shift à faire. Je vous propose de prendre le premier témoignage. On va faire la pause café de Mehdi. On a un jingle Boss Café. C'est parti. C'est la première fois qu'on fait ça. Alors, le témoignage, on va vous le mettre à l'écran. Donc, le témoignage a été anonymisé. Bien sûr, Mehdi ne s'appelle pas Mehdi. Il s'appelle autrement. Hop, ça va apparaître. Et comme je ne l'ai pas sur mon téléphone, le témoignage, je ne le connais pas. Il s'affiche de ton côté, vous l'avez bien dans votre retour? T'inquiète pas, je vais le prendre sur mon téléphone. Alors, Mehdi nous dit... Mehdi, c'est un développeur front-end freelance qui a 31 ans. Il nous dit... Ah, ça s'affiche, super. Il nous dit bonjour à tous et à tous. J'ai toujours pensé que passer freelance en restant chez son client actuel, c'était une transition fluide et sans accroc, mais ça s'est pas bien passé pour lui, visiblement. Il bossait en ESN depuis des années avec un client qui appréciait vraiment son travail et qui lui a proposé de passer en freelance. Plutôt cool. Il missionne proprement, tout est carré. Alors j'ai discuté avec lui, effectivement, il fait bien les choses, il m'a demandé conseil avant. Et il rencontre une commerciale d'une ESN qui lui propose de le porter commercialement. Alors lui, il connaît pas très bien le marché, etc. Il connaît pas trop le sujet. Et surtout, c'est la première fois qu'il entend parler de cette société, il la connaît pas. Et au jour de signer le contrat, il se rend compte qu'il connaît pas les marges qu'elle prend, il connaît pas le TJM auquel il est vendu, il connaît que son TJM. Et il appelle un de ses copains avec qui il a déjà travaillé avant et qui est transparent sur les marges et avec qui il a plus de confiance. Il est plus à l'aise là-dessus. Le retournement, c'est que la commerciale de ESN l'a pris mal et elle est allée voir le client, notamment donc le N+2 du client. Et elle l'a descendu en flèche. Elle a dit que c'était une personne qui n'était pas fiable, qui jouait sur plusieurs tableaux. Et en interne, il a un peu du mal à voir qui sont des prestats de l'ESN et lui font vraiment la tronche, notamment. Il a des remarques un peu désobligeantes, il ne sait pas trop comment les gérer. Son contrat est quand même signé jusqu'à la fin de l'année, mais l'ambiance est bizarre. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que vous avez des conseils pour la mitiger, quoi? Est-ce qu'il faut partir au plus vite? C'est ça la question. Pas forcément partir au plus vite, mais il faut prendre en main sa transition avec le client. C'est-à-dire que un salarié qui est dans une entreprise et qui veut continuer sa mission tout en étant freelance, il faut qu'il prenne les décisions en avant d'aller voir le client en tête-à-tête pour lui parler de sa volonté et après de voir avec son ESN. Malheureusement, dans ce genre d'affaires, on voit que l'ESN, finalement, elle perd une offre, elle perd un freelance, elle perd un salarié qu'elle a posté ici, donc du coup, pour elle, c'est une perte de revenus. Alors c'est bien une autre ESN qui voulait le porter. Oui, l'autre ESN est prête à le porter, mais le ESN de base, elle le descend.
parce que... Non, c'est l'ESN qui devait le porter. Ok, Parce qu'il a c'est changé de l'ESN porteur. En gros, le sujet, c'est là, il a changé de porteur. Il a changé de porteur. Ouais, du coup, prendre en main sa transition, moi, c'est le conseil que je donnerais. Après, dans certains cas, ça peut être compliqué. Et changer de mission, des fois, ça peut être aussi... Ça permet une transition, ça permet d'apprendre de nouvelles compétences, ça permet de aussi voir autre chose, parce que c'est super important en freelance de ne pas rester cantonné à sa propre entreprise. Ouais. Et dire, ça se fait de demander une rupture co quand tu veux passer freelance ? Alors, ça se fait, ça se faisait. Maintenant, il y a un peu plus de contraintes quand tu veux faire une rupture conventionnelle. Par contre, il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent, notamment le dispositif Reconversion, en fait, qui a été mis en place en 2019. C'est celui que j'ai pris, en fait, parce que moi, on m'a refusé une rupture conventionnelle. Forcément, j'étais rentable, j'avais des missions, il n'y avait pas de souci. Donc, c'est compliqué, en fait, de demander une rupture conventionnelle. Donc, ça a été fait assez rapidement avec l'APEC ici à Lille. Ouais. Donc, rapidement, j'ai eu un avis favorable et j'ai pu déposer ma démission. Et du coup, avoir une sécurité en fait, financière avec ce qu'il peut avoir derrière. Quoi. Ouais, donc, alors, le fait que l'APEC t'encadre, tu as pu légitimer, avoir une démission légitime. Quoi. Alors, l'APEC, en fait, il t'accompagne dans ce dispositif en conversion, donc passer de salariat du coup, à freelance. Donc, pour eux, c'est une reconversion. On les paye pour ça. Dans le fiche de salaire, en fait, il y a une ligne APEC. Donc, ça sert à ça. Ouais. Il y a une question là aussi, parce que toi, après 20 ans en ESN, tu comprends les systèmes de marge d'une ESN, tu comprends aussi... Non, mais c'est ça, mais je veux dire, tu comprends ce modèle-là, tu sais que si tu démissionnes à tel moment, avec tes congés posés, etc., ça coûte plus ou moins cher, tu vois. Quand on est junior, des fois, on connaît même pas à quel TGM on est vendu au client, on sait même pas quelles ont été les marges qui ont été faites sur notre placement. C'est pour ça que si tu vas demander une rupture co alors que le ESN n'a pas fait de marge encore sur ta mission, c'est assez certain que tu vas te la faire refuser. Si tu as apporté assez de marge, il y a plus de chances qu'on te la refuse, qu'on t'accepte. Non, c'est pas une question de marge. Effectivement, quand tu es débutant, demander une rupture conventionnelle, ils vont te la refuser, c'est certain. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as un profil qui se vend sur le marché ? Donc, si tu as un profil qui se vend sur le marché et que tu n'es pas en intercontrat, ils vont te la refuser. Ouais. C'est systématique. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais aussi du côté obscur, donc j'étais aussi manager, donc je les refusais les ruptures conventionnelles en fait, de personnes qui avaient de la visibilité sur le staffing. Ouais. Voilà, c'est juste logique. Et ensuite, il y a des contrôles aussi. Donc, ils ne les acceptent. En fait, ils ne sont pas refusés comme ça juste pour le plaisir. Ouais. Il y a des contrôles en fait, du coup des impôts, de l'URSSAF en fait, sur ces sujets-là. Quoi. Donc, les entreprises sont de plus en plus en tension. Ouais. Juan, tu as un commentaire, une réponse ? Oui, la rupture conventionnelle, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à obtenir, surtout d'une ESN. En plus, c'est, comment dire, le nombre de ruptures conventionnelles que fait une entreprise, c'est quelque chose qui est aussi un petit peu surveillé. Donc, clairement, les entreprises, c'est le dernier truc qu'elles veulent faire, quoi. Alors, si en plus de ça... c'est une personne qui avait des compétences, etc., et qu'on n'avait pas forcément envie, on ne voulait pas forcément s'en séparer, c'est plus compliqué, quoi. Les indemnités sur une rupture conventionnelle, sur la convention Syntec, elles sont plus élevées à partir de la deuxième année. Donc les ESN, souvent, à partir de 2 ans, au lieu d'avoir un quart de salaire par année d'ancienneté, tu as un tiers de salaire. Donc c'est vrai que ça gape tout de suite. À 1 an et 11 mois, ça peut coûter 1 000 euros, 1 500 euros. Et pouf, le 24e mois, ça fait que la rupture elle coûte 2 000 à 2 400 euros d'un coup, quoi. Ouais. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en considération. Je pense que ça vaut le coup de s'asseoir autour de la table avec le manager et d'en discuter, quoi. Ouais, moi, quand j'ai quitté ma dernière ESN dans laquelle je travaillais, j'avais demandé une rupture conventionnelle qui m'avait été refusée. Mais par contre, tu discutes. Et tu as moyen de trouver un accord, quoi. Ouais. L'accord en question, ça peut être le fait que, ok, pas de rupture conventionnelle, mais par contre, pendant 3 mois, je te fais un portage de 3 mois où je te paye en tant que freelance pendant 3 mois. Et puis après, tu vis ta vie, quoi. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi, à un moment donné, négocier. Et bon... il faut toujours garder des bons contacts de toute façon avec les personnes avec qui on travaille et les personnes qu'on quitte. Hein. Oui, c'est super. La régie, il y a trop de commentaires dans le chat, j'ai vraiment tout raté. S'il y en a qu'il faut prendre, n'hésitez pas à les remettre.
Est-ce qu'être PM généraliste est un avantage ou un inconvénient sur le marché actuel? Un product manager généraliste, c'est ça? Est-ce que vous voyez ce que c'est un product manager généraliste? Oui. Moi, je tenterais, voilà, c'est pas un PO, c'est un PM, du coup, c'est un chef de projet technique. Ouais, voilà, un petit peu. C'est un CDPT. Oui, du coup, pour moi, c'est comme un PO, mais plus technique, effectivement. Après, sa question, c'était est un avantage ou un inconvénient sur le marché actuel? Le problème, c'est plus il y a de monde qui fait la même chose, plus ça va être compliqué de faire, de réussir à trouver une mission. Donc, est-ce que le PM a une certaine expertise sur le marché? C'est là où je ne sais pas s'il a une certaine expertise. Tandis que quand on est expert dans un domaine... Project manager, quand on est expert dans un domaine, c'est beaucoup plus simple de cibler les différentes missions qui peuvent être présentes. Mon expérience, alors c'est Nicolas, mon expérience là-dessus sur du CDI, il y a quand même beaucoup plus de PM que de devs qui sont au chômage en ce moment, parce que comme on a réduit les budgets, on a réduit le nombre de projets, et autant les devs, on peut les replacer sur d'autres missions, autant des PM, généralement, il n'y en a qu'un par projet, quoi. Et donc s'il y avait dans la DSI, 25 projets, on est descendu à 15, il y a probablement 10 chefs de projet qui sont sortis. Donc le taux de chômage est plus élevé sur les profils middle management en ce moment. Sur 2024, ça a été une réalité. Et effectivement, je pense que les clients, du coup, vu qu'ils ont le luxe, ils choisissent des gens qui ont une expertise, une connaissance du métier qui est plus forte. Ouais. Un Scrum Master est devenu un handicap. Je sais pas. Ça, c'est Jérôme qui a fait une mauvaise vanne, je pense. Ils m'ont toujours pété, mais le marché n'avait pas compris. Ouais. Non, ça, c'est Jérôme qui a fait une mauvaise vanne. Je sais pas qui c'est, mais je suis sûr que c'est Jérôme, juste au ton de la vanne. Ok. Une RC est plus facile si la seniorité dans la cité est faible. Donc, il y a quelqu'un dans les commentaires qui raconte qu'il a fait une RC pour changer. On a un peu entamé la deuxième question. La deuxième question, qui sont les avantages et les inconvénients. On en a un peu parlé. Pour relancer là-dessus, on peut refaire la pause café. On lance la deuxième pause café, vous pensez? On lance la deuxième pause café. Jingle de pause café, c'est parti, Rima. Je reprends de mon côté pour pouvoir lire plus facilement aussi. La deuxième pause café, c'est avec Mehdi. C'est pas son vrai prénom, encore une fois. Nous avons utilisé une IA pour anonymiser tous ces témoignages. Là, ici, pour résumer le parcours de Mehdi, Mehdi, il est plutôt jeune freelance aussi, et chez son client, ils font pas de tests, ils font pas de craft, ils font pas de TDD, ce qui est tout à fait... ça arrive encore de nos jours. Complètement. Est-ce que vous pensez, c'est quoi l'étendue des projets? C'est plutôt 30% TDD, 60% TDD, où il y a 90% des projets sans TDD? Est-ce qu'on fait du TDD sur du COBOL? Je vous pose la question parce que vous êtes dans une assurance. Du TDD. Ah, le TDD. Ah, toi, t'es architecte. Hein. Le TDD, c'est le fait de faire les tests avant le code. Voilà. Test Driven Development. Le craft, la qualité. Tu sais, les gens qui font du software de qualité. Ok. Et c'est important aussi de faire du software de qualité. Et c'est vrai que du coup, il est un peu inquiet parce qu'il est allé faire d'autres qualifs par moment. Et sur les autres qualifs, on lui a reproché de ne pas avoir la compétence sur la partie test, unitaire, test d'intégration, etc. Voilà. Il est un peu inquiet. Est-ce que vous pensez qu'il va être largué ou est-ce qu'il va pouvoir retravailler dans un environnement où il fait ses technos et son test, ou est-ce qu'il y a des solutions pour se former, parce que clairement son client va pas le former, va pas lui donner des opportunités, quoi. Déjà par rapport à son témoignage, sa première question c'était est-ce qu'il faut partir au bout de... Enfin, ça fait plusieurs années qu'il bosse sur la même boîte. Moi, le conseil que je peux lui donner, c'est de pas forcément changer régulièrement tous les ans, mais tous les 2-3 ans, potentiellement, en tant que freelance, se poser la question de est-ce que j'ai pas fait le tour de ma mission? Est-ce que j'ai pas d'autres choses à apprendre dans une autre mission? Et de prendre ce créneau-là pour ne pas hésiter à sortir de mission et aller voir autre chose. C'est important, la diversité des missions et des technologies, pour toujours rester sur le marché et proche des technologies du marché. En fait. Moi, je trouve que c'est important. Dans le chat, ils discutent entre eux. Pourquoi quoi? Je sais pas où ils sont partis. En vrai, c'est vrai que ta remarque, c'est de nous dire que le test et le TDD ou les compétences de test, c'est pas forcément le sujet. Le sujet, il marche sur toutes les compétences. Faut faire attention à pas s'enfermer dans une mission ou dans un client, parce que y a pas de client pareil, et effectivement, faut arriver à en sortir après, quoi. C'est ça. Et par rapport aux notions de TDD, BDD, le craft, toutes ces... Le DDD aussi. Le DDD aussi. Tout ce qui est en DD. Tout ce qui est en D.
toutes ces choses-là, il ne faut pas aussi hésiter à se former de son côté, essayer de chercher des formations sur la région ou alors pratiquer même dans son coin sur des side projects, le fameux mot side project. Non, en plus, alors, on peut en parler. En tant que freelance, faire un side project, finalement c'est se déstaffer une journée pour travailler sur des trucs où tu n'as pas facturé. Pas forcément, ça peut être Ouais. aussi après, le soir, après l'émission, les week-ends. Après, il faut avoir du temps libre aussi, c'est pas donné à tout le monde. Mais aussi, oui, des fois, on est obligé de se déstaffer pour pouvoir prendre du temps pour faire un side project, évoluer sur une notion, faire du TDD, faire du DDD, lire beaucoup de choses et se former, c'est important. S'auto-former. C'est du projet perso, c'est ça, le side Ouais, project? le side project, c'est ce que j'appelle projet perso. Ouais. Si tu veux dire, on peut te parler du vibe coding. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Le vibe coding, c'est Non. le truc à la mode en ce moment. Ouais, ça consiste à faire générer ton code par une IA et puis après tu le lis pas, tant que ça marche, c'est OK. C'est pas forcément une bonne pratique. Et après, tu envoies une code review et tu demandes à ce que quelqu'un relise ton code, tu vois. Et c'est l'IA qui la relit. Et le mec qui critique ton code utilise une IA. Voilà. Ça, c'est le vibe coding, tu vois. Ouais. Et C'est vrai que maintenant, avec l'IA, je code de plus en plus. Hein. Avec l'IA, tu codes de plus en plus. Faut que tu te rapproches du micro, t'es un peu loin. Pardon. Ouais, je disais, avec l'IA, en fait, je code de plus en plus. Donc ça m'arrive là. Ouais, mais tu relis le code quand même. Il faut que je comprenne ce que je fais, oui. C'est important. Ouais. Tu vois, on invente des mots tous les jours. Le vibe coding, le mot a moins de 3 semaines, hein, je crois. Vraiment, il est apparu sur Wiktionnaire il y a 3 semaines. D'accord. Ron, toi, à l'époque où tu t'étais mis freelance, c'était pour avoir du temps libre, c'était pour avoir 2 jours par semaine sur lequel tu travailles sur les sujets qui t'intéressaient en dehors du travail, quoi. Oui, alors quand je me suis... ma première expérience de freelance, d'une part, c'est que j'avais besoin de croûter aussi, quoi. Et puis, j'avais aussi des activités parallèles où j'avais besoin de pouvoir me dégager du temps, quoi. Et j'ai toujours eu ce besoin-là de pouvoir me dégager du temps. Bon, voilà, quand tu es freelance, tu peux organiser ton temps. Quand tu n'es pas freelance et que tu es salarié, forcément, tu empiètes sur tes soirées et tes week-ends, quoi. Et le temps est assez rythmé, on respecte nos horaires, nos impératifs, Ouais. etc. Donc, ouais. Mais l'auto-formation, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que les formations, ça existe, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que quand on parle de TDD, les personnes qui ont inventé le TDD, avant qu'il y ait des formations de TDD, il s'est passé un certain temps. Donc, ces choses-là, quand on commence en fait à voir l'émergence de ces choses-là, là, il y a un effort pertinent à faire pour, d'une part, être parmi les early adopters, comme on dit, quoi. Ouais. Et être capable, à un moment donné, de construire un discours autour de ça pour pouvoir, à un moment donné, évoluer et puis aller vers d'autres thématiques, quoi. Si le sujet il est tout neuf et qu'il n'y a personne qui sait en parler, le premier qui arrive, il gagne des points, quoi. Et il faut aussi apprendre à apprendre sur tout ce qui va être formation, parce qu'il faut apprendre à utiliser et aussi à remettre dans le contexte professionnel sur les différentes missions qu'on peut voir. Et ça aussi, c'est pas donné à tout le monde, ça peut être compliqué. Je vais raccrocher le chat avec vous, parce que franchement, ils font des vannes dans le chat qui me font rire. Je rigole quand vous parlez, mais c'est parce que les vannes dans le chat sont drôles. Ah, d'accord. Voilà. Alors, il y a Bastien qui dit, voilà, les side projects, lui, il connaît, il en a plein qu'il a jamais fini. En vrai, c'est comme lire des livres. Lire des livres, si tu veux lire beaucoup de livres, il faut se libérer sur le fait de les finir, quoi. Parce que c'est plus contre-productif de dire je commence pas le suivant tant que j'ai pas fini celui-là, parce que finalement tu lis moins. Alors il vaut mieux en commencer plein et jamais les finir si tu veux lire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement. Les side projects, en vrai, il faut se libérer là-dessus. En vrai, aucun remords à pas les avoir mis en prod, aucun remords à pas les avoir finis. Tant qu'on a appris des choses, c'était marrant, quoi. C'est ça, c'est le principal. Et un side project, on amène toujours un autre parce qu'il y a toujours un dérivé de notre pensée. Et du coup, finalement, on va apprendre de nouvelles choses. Ça va être peut-être un nouveau framework, ça va être une nouvelle techno, ça va être rajouter un peu d'IA sur le side project. Et finalement, on aura appris beaucoup de choses sur ce side project. Donc, je t'avoue que moi, je vais redevenir freelance bientôt et je suis assez pressé de pouvoir. J'ai des idées de side project et tout. Là, je suis très très chaud. Je pense que je vais les vibe coder vu que je ne sais plus coder correctement. Je vais les vibe coder, ça va être marrant. Il y a quelqu'un qui a dit que laisser coder une IA, c'était comme le tuning, c'est interdit. Ça, c'est Jérôme, hein, bien sûr. Voilà. Bastien fait remarquer aussi par rapport au témoignage d'avant, du témoignage d'avant, le dénigrement ou la concurrence déloyale, ça peut aller au tribunal. Hein, donc, effectivement, c'est vrai que c'est discutable. Commercialement, je ne sais pas si on peut faire ça. Je ne suis pas sûr que le tribunal de commerce fasse grand-chose là-dessus. Après aussi, j'allais juste dire, en tant que freelance, aller en justice, ça peut être compliqué. Faut être bien entouré.
Ça rejoint un peu les mots de la freelance de faut prendre des RC Pro, faut pas hésiter à payer un petit peu pour s'assurer par rapport aux préjudices qu'on peut réaliser sur des missions ou par rapport aux personnes qui peuvent nous dénigrer comme c'était l'exemple tout à l'heure. Mais en plus, sur le coup, tu vois, tu le sens pas avec le partenaire. Finalement, il te dénigre. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est quand même une prédiction autoréalisatrice. C'est-à-dire que ça se serait produit un jour, quoi. Sur le marché, les gens qui se comportent comme ça, ils finissent toujours par le faire, hein, qu'on soit fair play ou pas. Hein. Je pense qu'elle s'est tirée une balle dans le pied, la commerciale qui a fait ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, en fait, elle pousse un consultant en fait, chez un client, et à un moment donné, elle le dénigre. Bon, c'est quid de sa crédibilité vis-à-vis du client. Moi, je suis côté client, il y a une commerciale qui veut me faire ça, en fait. Je travaille plus avec la commerciale. Ouais. Donc, je pense que là aussi, la personne en question, en fait, elle doit aller voir, comme tu le disais, alors, le client, voir c'est important, en fait, d'avoir des points réguliers avec le client. C'est bien d'en avoir avec ton manager, avec ton commercial, mais aussi savoir ce qu'il pense de toi, en fait. Est-ce que tu étais dans le bon sens voilà. Ne pas devoir passer par l'ESN pour avoir un retour sur sa mission alors qu'on travaille avec notre N+1 et qu'on le voit. Exactement. Ça, c'est super important de communiquer au sein de la mission avec le N+1, avec nos responsables pour demander si la qualité suit, s'il y a des choses à changer, se remettre en question au quotidien. Ça, c'est super important. Quand tu seras en freelance, alors si tu es porté commercialement, tu auras probablement de l'aide là-dessus. Il y a une relation tripartite. Hein, on a fait des sujets sur le sujet. Mais quand tu es freelance, tu dois être autonome sur ton TGM, tu dois connaître le TGM auquel le client paye, parce que c'est toi qui livre la valeur. Ouais. Et ça, tu peux commencer à le faire déjà quand tu es en ESN, d'essayer de comprendre c'est quoi le système, les marges. Tu dois comprendre le chiffre d'affaires généré, et ça, pas besoin d'attendre d'être freelance pour commencer à comprendre ça. Quoi. Il faut comprendre le système, en fait. Il faut comprendre qu'on est vendu à un certain tarif, que sur ce certain tarif, l'ESN gagne de l'argent, et qu'ensuite, nous, on va récupérer une partie de l'argent. Et ça, c'est important qu'il y ait de la transparence sur toute la chaîne. Et même potentiellement ne pas hésiter à demander au client final combien on est vendu en fait. Si le SN ne veut pas être transparente, c'est des choses qu'on peut mettre en place et comme ça on a la réponse au moins. Je vous propose de prendre la troisième question. Hein. C'est quoi les freins et les défis du freelancing ? Qu'est-ce qui est dur quand on se met en freelance ? Est-ce qu'il y a des écueils Voilà. J'ai des éléments de réponse. Dire, tu m'as dit les appels d'offres. C'est compliqué de se faire référencer chez certains comptes. Alors, c'est pour ça qu'on passe par des organismes en fait, comme InSitu, donc qui sont déjà référencés en fait, dans des grandes sociétés. Donc, nous, en tant qu'individus, en fait, c'est compliqué en fait, même, de se faire référencer. Donc là, ça c'est un premier élément. Ensuite, ce qui est compliqué quand tu te lances freelance, en fait, c'est que tu bascules dans un monde que tu ne connaissais pas. Donc, c'est quoi les différents statuts qui existent ? En fait, alors, la lecture, elle n'est pas simple. Hein. Et c'est souvent, ça dépend aussi de ton contexte familial. Il y a plein de choses en fait, qui rentrent en ligne de compte, justement, pour choisir en fait, le bon statut. Voilà. Et ensuite, il y a un élément qui est essentiel, ton TJM. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché ? Voilà. Donc ça, c'est important, en fait. Je te regarde pas parce que je regarde le chat. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux sur le marché ? Donc, tout ça, en fait, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser justement pour bien démarrer, en fait, le freelancing. Ah, mais en plus, ils sont d'accord avec toi. Il faut connaître son TJM. Dans le chat, ils sont d'accord avec toi. Il y a un truc qui est pas mal à faire. Hein, c'est ce que j'ai fait justement avant de me lancer le freelance. Hein. J'ai testé le marché. J'ai vraiment testé le marché. J'étais salarié. Je me suis inscrit sur toutes les plateformes. J'ai rencontré en fait InSitu alors que j'étais encore salarié. Tu as fait une simulation de TJM avec eux ? On a fait une simulation. Je le connaissais en fait mon TJM parce que moi je savais à quel TJM j'étais vendu. En fait, c'était transparent vis-à-vis donc je savais à quel prix je pouvais être vendu. Donc voilà. Donc il faut pour les personnes qui se posent la question, je pense qu'il faut qu'ils puissent tester leur profil, d'essayer d'aller jusqu'au bout d'un processus de recrutement. Parce que tu en as plein en fait. Tu peux te faire solliciter, mais finalement peut-être qu'il n'y a rien derrière. Peut-être tu te fais solliciter 10 fois, mais pour la même offre. Ça arrive souvent. Hein. Effectivement, ça arrive souvent. Voilà. Quand j'étais jeune diplômé, il y avait plein de gens qui me sollicitaient pour aller à Sophie Antipolis, mais en fait, c'était que des ESN qui cherchaient à staffer un besoin chez Amadeus. Exactement. Voilà. Et j'avais la compétence C sur mon CV, alors que j'aurais jamais pris un job où il fallait faire du C tous les jours, bien sûr. Mais aussi, un point négatif sur la freelance, c'est la prospection en tant que telle. Il ne faut pas hésiter vraiment à se faire accompagner parce que prospecter seul dans son coin et essayer de trouver une mission, c'est très très compliqué. C'est faisable. On peut trouver des petites entreprises en contactant des personnes sur LinkedIn pour trouver une mission. On peut le faire, mais la majorité du temps, tous les grands comptes vont passer par des ESN et il ne faut pas hésiter à aller voir
des ESN, parce qu'au début, quand on est en CDI, on ne connaît pas forcément d'autres ESN, donc il ne faut pas hésiter à aller voir un large panel d'ESN et à recouper après les différentes ESN pour finalement trouver celle qui nous correspond et après foncer avec elle. En fait. Je te remonte un peu ton casque. Quand on est entrepreneur, il y a un conseil qu'on donne souvent, c'est d'essayer de vendre le produit des concurrents, quoi. Et c'est vraiment marrant à faire. Quand tu n'as pas de produit, tu appelles les clients et tu leur vends celui d'un concurrent. C'est vraiment marrant de voir les objections qu'ils peuvent avoir, etc. Puis après, tu leur dis, contactez-les directement. Mais ça permet vraiment de se faire une idée du marché. Ça marche, ça ressemble un peu à ce que tu dis et dire de connaître de tester les process. Et quand on est salarié, en salariat, honnêtement, je vous recommande aussi. Si vous avez vu une annonce ou qu'il y a un recruteur qui vous a envoyé en vous proposant un salaire à 50 ou 80K, tant que vous n'avez pas de promesse d'embauche, ça vaut rien. Strictement rien. Parce que moi, j'avais des copains, on a 2-3 ans d'expérience en tant que développeur Android, il y a plein de boîtes qui me sollicitent. Ah ouais, mais va faire les entretiens, le taux d'échec sur les tests techniques, il est probablement de 90%, quoi. Et il faut voir déjà si on arrive à passer les qualifs. Il faut voir si les recruteurs ils négocient pas au rabais ensuite le salaire. Parce que mettre sur la publicité ou sur le message d'approche des gros chiffres, ça coûte rien. Et puis après, on est vite retranché dans des grilles salariales, etc. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ouais, donc c'est pareil pour le TGM. Après, tu vois, quand on fait du conseil ou quand on est dirigeant et qu'on fait du commerce, un des conseils qu'on nous donne souvent, c'est de prendre au moins un jour par semaine pour faire une activité commerciale et programmer celle de la semaine d'après, tu vois. Donc j'imagine si tu es freelance et que tu veux toujours avoir du flux de leads entrants, faut te déstaffer un jour par semaine où tu prospectes, où tu parles et tu veux parler des nouveaux gens toutes les semaines, quoi. Et c'est un taf à faire et c'est un coût. Quand tu es porté et que tu laisses ton porteur chercher une mission pour toi, tu as un 5e jour qui est facturé et tu gagnes 20% du temps, 20% qui est facturé, quoi. C'est ça. Ouais. C'est positif, c'est bien ça. Bah oui, c'est bien. Juan, c'est quoi ton expérience, toi qui as fait dirigeant aussi? Est-ce que tu étais commercial quand tu étais, le fondateur commercial dans l'entreprise que tu avais créée dans le 97? C'était une entreprise... on était tous des techos et franchement, le commerce, ça gavait tout le monde, quoi. C'est souvent ça, on n'a jamais de casquette. C'est que technique. Alors, il y en avait qui en avaient... Il y avait des associés qui avaient un petit peu plus la fibre commerciale, on va dire, ouais. quoi. Mais c'est clair que c'était pas ça qui nous faisait triper, quoi. Donc c'était un petit peu le côté, on va dire, voilà, c'est le passage obligé, on passe par là, quoi. Alors en tant que petite boîte, on avait aussi des contacts avec des ESN qui faisaient appel aussi à nous sur nos différents niveaux d'expertise, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui fonctionne, quoi. Donc on venait en force d'appoint d'autres ESN sur des sujets un peu particuliers où les compétences étaient rares et donc du coup on était en mesure de pouvoir faire valoir finalement nos expertises et nos capacités à s'engager auprès de partenaires, quoi. La régie est trop forte, je me suis trompé de post café tout à l'heure. On fera que 2 post café aujourd'hui. Ok. En vrai, on a fait pas mal de tours. On a un peu répondu aux questions. Finalement, si on reprend un peu tout ce qu'on a dit à la question comment réussir cette transition vers le freelancing et se différencier en tant qu'expert, qu'est-ce qu'on a pu dire? Rohan, qu'est-ce que tu as pu dire comme élément de réponse à cette question? Toujours rester à l'affût des nouveautés qui peuvent arriver. Ouais. Ça, c'est valable toute notre vie, quoi. Ouais. Ne pas hésiter à s'investir personnellement, essayer de s'aménager des temps pour pouvoir le faire, que ce soit en semaine, en soir ou en week-end. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est les réseaux personnels qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Parce que faire sa propre recherche, faire sa propre R&D à un moment donné pour monter en compétence sur tel et tel sujet, si on est à plusieurs, c'est quand même plus facile. Et ça permet en fait de tester plusieurs pistes, de pouvoir ensuite recouper, échanger pour dire voilà, ça vaut le coup, ça c'est moins bien, et donc voilà, se donner le plus de chances possible pour pouvoir avancer, quoi. Ouais, non, mais parce que aujourd'hui dans l'IT, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait des écoles d'ingénieurs, qui n'ont pas fait l'Epitech, et c'est dur de se rendre compte que ces réseaux-là,
c'est des réseaux qui sont hyper valorisables, qui nous aident à trouver des missions et qui nous donnent une sécurité dans le fait de travailler plus tard. Quand on n'a pas ça, parce qu'on a fait une formation en conversion, faut se rappeler que tous les gens avec qui on a bossé sur les dernières années, peut-être qu'ils bossent ailleurs aujourd'hui, il faut reprendre contact, il faut animer ce réseau-là. Hein. C'est un très bon conseil. Je pense que, en gros, c'est un avantage d'avoir un diplôme qui donne du réseau. Tu vois, mais c'est un avantage qui se construit aussi en travaillant et en cultivant des bonnes relations avec ses collègues au quotidien, quoi. Ah ouais. Il y a beaucoup trop de sujets en fait qu'on ne peut pas creuser, quoi. Ouais. Donc faut faire des choix. Et si on est plusieurs à pouvoir partager ça, on améliore les chances, quoi. Dans le chat, ils sont partis sur SAP. Hein, je sais pas pourquoi. Hein. Mais enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a Jérôme qui a dû faire une blague sur SAP encore, mais ouais, ils sont sur du S4 ANA, donc je sais pas. Et dire c'est quoi, qu'est-ce que tu as pu dire là? Comment on se lance, comment bien réussir son lancement, sa transition? Après, tu sais, après 20 ans de SN, hein, j'ai aussi pu développer en fait un certain réseau, donc j'ai fait plusieurs clients, donc ça aussi, ça a aussi pas mal contribué au passage, à mon passage en freelance. Donc j'ai aussi testé mon profil. Mm-hmm. Donc, à un moment donné aussi, ce qui a fait basculer, en fait, ce qui m'a orienté vers ce choix, c'est le côté chape de plomb. En fait, à un moment donné, tu as un plafond de verre en fait, qui arrive, tu n'arrives plus à évoluer, en fait, tu ne poses plus les bonnes questions. C'est là que tu dis, bon, en fait, il faut que je change, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, toi, tu partages ton expertise, tu partages ta veille sur LinkedIn. Ouais. Moi je n'étais pas connu grâce à ta veille, mais c'est vrai que quand je suis allé voir ton profil LinkedIn, il y avait des sujets sur lesquels j'avais écrit des trucs aussi. Je me suis dit, trop bien de voir quelqu'un qui s'est intéressé au même sujet que moi, tu vois. Oui. Et donc, ça m'a donné envie de prendre du temps et d'en parler avec toi, quoi. C'est essentiel aussi. En fait, il y a beaucoup de monde en fait, qui sont freelance. Ouais. Maintenant, c'est important d'augmenter sa surface de contact vis-à-vis des clients potentiels. Donc, LinkedIn, ça reste un très bon moyen. On crée des postes en fait, du coup, comme moi récemment sur la géopolitique et la data, en fait, voilà, sur tous ces aspects-là en fait, qui peuvent parler aux clients et qui sont des sujets en fait, qui intéressent. Donc voilà, donc ça c'est important en fait, de pouvoir échanger sur ça. Donc voilà, quand tu es freelance, quand tu te portes tout seul, hein. Donc t'es acteur en fait de ce que tu veux faire. Et c'est important de communiquer en fait là-dessus, quoi. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut avoir la conversation est-ce qu'on se lance en freelance à la sortie des études, comme Quentin l'a fait, ou avant les études? Et alors, Quentin, question subsidiaire, est-ce qu'il faut s'acheter un gros MacBook assez rapidement ou pas? Pas forcément. Est-ce que tu as codé avec la machine la machine premier prix au début avant de passer sur la machine haut de gamme? Au tout début, quand on rentre à Epitech, on a tous un PC et Ouais. tout est le même. Et moi, j'étais pas sur un MacBook au début. Pourtant, j'ai commencé là-dessus. Puis après, je me suis dirigé vers un MacBook, mais ça, c'est plutôt mes propres choix pour travailler. C'est pour avoir c'était parce que tu étais digital nomade. Quand tu as un MacBook dans un Starbucks, il y a les clients qui viennent te voir, quoi. L'image est belle. L'image est belle. Du coup, c'est quoi ton conseil, toi, même n'importe qui nous écoute, jeune ou moins jeune, et qui doit se lancer aujourd'hui, comment on fait un ACE, quoi? Comment on fait un ACE? Il faut se préparer. Ouais. La préparation, ça passe par avoir un peu d'argent de côté pour être sûr de pouvoir continuer en freelance sans manquer d'argent et devoir retourner dans le CDI. Ça, c'est très important. Ensuite, c'est choisir le statut qu'on veut, auto-entreprise, EURL, SAS, etc. Se faire accompagner. Préparer son réseau, vous l'avez dit juste avant, de préparer son réseau, s'appuyer sur LinkedIn, contacter des ESN. Ensuite, c'est développer son expertise, être sûr que sur ce domaine-là, je suis expert et je peux me positionner en tant qu'expert sur une mission donnée. Et à partir du moment où, pour moi, tous ces critères sont réunis, je ne vois pas comment on peut passer à côté d'une mission. Ouais, mais Nicolas demande dans le chat, là, Nicolas nous dit il a entendu que 70% des offres freelance elles sont hors circuit. Et du coup, il y aurait beaucoup d'annonces fictives pour satisfaire les RH. En fait, ce qu'il faut comprendre, Nicolas, alors je fais le métier aussi en tant que recruteur externalisé, écrire une annonce et ne serait-ce que comprendre le besoin du poste, etc., trouver le temps du manager pour qu'il nous explique pourquoi il a besoin de quelqu'un dans son équipe, en fait, c'est beaucoup de temps. Donc, on peut avoir l'habitude de travailler des annonces à l'avance qui génèrent des candidatures toutes seules et qui correspondent à des profils qu'on va arriver à placer facilement dans la DSI ou dans l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est pas forcément des fausses annonces, mais parfois c'est un peu effectivement des annonces pot de miel
Et il faut comprendre que juste, si on doit faire la découverte du besoin en tant que recruteur sur tous les postes à staffer, ça prend trop de temps. Et en plus, souvent, il y a des postes qui sont fermés avant qu'on ait le temps de les ouvrir, etc. C'est juste pas vivable de faire le suivi, ou du moins il n'y a pas assez de recruteurs. Oui, je vois que le temps est fini. On me relance dans les deux sens. Vous avez... Juan, tu disais qu'il faut développer son réseau. Est-ce que c'est pour aller chercher ces offres qui sont un peu hors circuit? En fait, une offre hors circuit, finalement, c'est un client qui n'a pas bien compris son besoin. Il faut parler de ça avec lui, c'est ça? Oui. Alors, quand je parlais de développer son réseau, c'était un petit peu. En fait, il y a deux sortes de réseaux. Deux sortes. Disons qu'il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau commercial qui va te permettre à un moment donné de connaître des gens qui sont des décideurs et qui vont pouvoir à un moment donné appuyer et te faire avancer. Et puis après, il y a les réseaux que tu peux avoir avec des personnes qui pourraient être tes collègues et qui vont aussi t'aider à grandir. Tu vas les aider et en retour, tu vas aussi en fait bénéficier de ça. Ouais. Donc, c'est tous ces réseaux-là qu'il faut appréhender. Après, effectivement, le réseau commercial, c'est important, bien entendu. Mais le réseau de tes pairs, il est autant, quoi. Parce que c'est celui-là qui va te permettre, à un moment donné, d'être à flot dans... et d'ailleurs, en plus... c'est ça qui va te permettre aussi à un moment donné de postuler sur une mission où tu n'es pas forcément complètement carré, mais par contre, tu sais que tu as un pote, un collègue, etc., qui peut t'aider à mettre le pied à l'étrier, à avancer, quoi. Et qui peut te recommander aussi pour ce que tu as fait dans le passé, etc. Ça marche beaucoup comme ça, je suis d'accord, c'est important. La réputation est hyper importante. Complètement. On a déjà eu en plateau un manager côté client qui expliquait que voilà, ils avaient des groupes WhatsApp de managers et quand il y a un profil de freelance qui arrive, c'est vous avez déjà bossé avec lui. Et ça, c'est effectivement, c'est pour ça que le dénigrement c'est grave, c'est parce que ça va super vite en fait. Et en freelance, on me demande souvent les numéros des anciennes personnes avec qui j'ai pu travailler, puis on les contacte, et si le profil est bon, etc., et que je suis recommandé, et alors là, je peux accéder à la mission. C'est un truc aussi, quand tu es salarié, la prise de référence sauvage, c'est illégal dans le code du travail. Quand tu es freelance, c'est juste une bonne pratique. C'est une bonne pratique, c'est un gage de qualité. Non mais imagine, quand tu achètes des produits au boulanger, tu vas regarder les avis clients, tu achètes je sais pas, un ordinateur, tu vas regarder les gens ils se plaignent parce que le clavier il est pourri sur le MacBook, t'achètes pas celui-là, quoi. Voilà, c'est une relation commerciale avant d'être une relation du droit du travail. Bon, on a fini, on est attendu au resto. Vous avez des questions? Écoutez, vous avez des questions encore. Moi je vous propose de prendre contact avec l'équipe in situ qui est en chat. Envoyez-leur la question en les connectant. Ils prendront le temps de vous répondre dans le chat et de voir si vous avez besoin d'un rendez-vous. Stella, oui, le replay va démarrer juste à la fin du générique. Si tu restes sur la page, la vidéo elle va redémarrer au début et tu m'entendras dire bienvenue aux gens qui regardent leur rediffusion, vous êtes trop chouettes. Voilà. C'était cool? C'était super. C'était super. Franchement, on a pu aborder des sujets. Je ne saurais pas faire la synthèse. On a eu une deuxième frame. En fait, c'est parce que le mien d'ordinateur, il est sur le Wi-Fi public de Ratec, au lieu d'être sur le Wi-Fi événementiel. Donc, on a eu 2 frames de retour de la caméra, nous. Et là, on a une deuxième frame. J'ai l'impression qu'on est en mode café au bistrot, là, avec les tasses et tout. C'était chouette. J'ai passé un bon moment aujourd'hui aussi. J'espère que le chat a passé un bon moment. En tout cas, il y a eu énormément de commentaires. C'est que vous étiez très motivés. Merci beaucoup. C'était chouette. Très bien. C'était très bien. Générique de fin, c'est parti. Complètement. Il faut attendre, et c'est là il pense à toi en fait quand il a une opportunité. Et en plus, moi, la partie centre de service, c'était dans une petite boîte où on faisait que du dev mobile, tu vois. Mais avant, les qualifs que j'avais faites, c'était avec Altran. Ouais. Donc, costume, rasé. D'accord? J'étais en shoot tous les jours pour coder du JavaScript, pour coder du Java au bureau. Et donc, du coup, quand je me suis remis freelance, j'ai repris les codes d'aller en qualif, rasé, etc. Alors que mes clients, c'était des entrepreneurs. Et en fait, au milieu de l'été, non, en fait, vaut mieux être en short cargo et avoir la barbe. Et j'ai commencé à faire mes rendez-vous en short cargo avec la barbe. Et il y a eu un deuxième déclic, c'était les clients qui disaient, t'as déjà fait ça? Je dis, à chaque fois, je disais non. Au bout d'un moment, j'ai fait, non, mais en fait. Mais oui, tu peux le faire. Moi, je m'en fous. Je l'ai jamais fait. Mais vous inquiétez pas, tous les trucs que j'ai fait, je les ai jamais fait avant. Et vous voyez bien, j'ai fait des trucs pour Auchan, j'ai fait des trucs pour Chrono, j'ai fait des trucs. Donc là, ton problème, il est pas compliqué. Je sais pas comment je vais le résoudre. Mais dans 10 jours, je vais le résoudre. Voilà. Et donc, il y a un moment, effectivement, une forme de culot à développer qui se couple avec un habitus, la barbe et le short. Finalement, en fait, les clients, ils avaient pas envie d'acheter un dev en costume. Ils avaient envie d'acheter un dev en short. Et je pense que ça a contribué à faire que ça passe à un moment, quoi. C'est pas ce qu'on appelle le product market fit? Bourdieu, il appelle ça l'habitus. Et alors, dans la vie de Wheel of Death, une fois, je fais mon pitch le même que d'habitude, sauf que j'avais mis une chemise blanche et des chaussures parce que c'était dans une grosse agence de com corpo qui s'appelle TBWA.
truc Paris-New York, 11 000 personnes. Hein. Et donc le mec s'appelle, enfin je sais pas, un Christophe ou un Patrick ou un Philippe, un mec en costume, quoi. Hein. Donc je me suis habillé comme lui pour le rendez-vous, je lui fais tout le pitch, à la fin il me fait, mais Damien, pourquoi tu t'intéresses au dev? C'est tout pourri comme marché, il est tout petit, il fait le digital, c'est un peu plus gros, c'est plus intéressant, etc. Et en fait, j'avais jamais eu besoin de préciser que j'étais dev, parce que je pitchais avec une barbe et un t-shirt. Et là, j'ai pitché sans barbe et en chemise. Et du coup, il s'est dit, mais pourquoi tu t'intéresses à ce marché-là, quoi. Il fallait le rajouter dans le pitch, tu vois. Donc ouais, l'habitus fait partie du pitch, ouais. Bon, on va les laisser faire des photos. Bah, c'est top. Ouais. Franchement, le format, il a à reproduire. C'est trop bien, hein. On en fait plusieurs fois dans l'année avec des formats différents. Mais comme disait Quentin, en fait, je pense qu'il y a un coaching aussi vis-à-vis vis-à-vis en fait, des personnes qui veulent se lancer. Tu vois, parce qu'il y a des personnes qui sont faites pour être freelance, d'autres non. Et ils franchissent le pas, ils regrettent par la suite en fait. Ils pensent que c'est... Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Bah, c'est une question d'état d'esprit, quoi. Ouais. Moi, quand je me suis mis en freelance, j'ai arrêté ma mission sur Paris en 2003. Ouais. Le pire moment pour arrêter une mission, c'est moi qui ai demandé à l'arrêter. Ah oui. Ouais, parce que Paris-Lille, c'était gonflé. Bah oui, ça doit être long au bout d'un moment. Et 2003, ça a été une autre période de crise, en fait. Celle qui a suivi celle de la bulle d'Internet, quoi. Et donc, je redébarque sur l'île en 2003. Et rien, quoi. Je fais... je reprends des contacts. On peut bouger, hein, etc., quoi. Et ça a été super compliqué, quoi. À cette période-là, j'avais d'autres potes qui étaient freelance. Quand ils ont commencé à voir que le marché il commençait à se restreindre, etc., ils sont passés en salariat, quoi. Ouais. Après, il faut le voir comme situation de secours. Devenir salarié, ça m'intéressait absolument pas. Et là, je me suis tapé 3 mois d'interco, quoi. Donc 3 mois d'interco dans lesquels je faisais de la prospection, ce genre de choses-là, où je me documentais sur d'autres trucs, quoi. Mais bon, j'avais quand même prévu le truc. Hein, tu te fais toujours un petit peu de gras pour ce genre de situation-là, quoi. Voilà, donc je vais sortir. Toujours est-il que c'est une question d'état d'esprit. J'étais pas en fait dans un état qui me permettait de devenir salarié à ce moment-là. Et donc du coup, c'était freelance ou rien, quoi. Même si ça doit me coûter 3 mois de recherche, etc. Voilà, quoi. Après, il y a des tendances comme ça, en fait, où il n'y a pas trop de missions. Ça, faut patienter.